Oui, bonsoir à tous pour notre dernier webinaire de la saison 2020-2021. Ce soir, je choisis le thème de l'été. Ça fait déjà quelques semaines peut-être que notre regard vagabonde par la fenêtre en songeant au repos estival. Donc, je me suis dit que ce serait bien d'aborder ces sujets ce soir. Et nous allons voir un petit peu en nutrition comment fonctionne notre corps, quels sont les rythmes de l'été, les journées plus longues, un peu plus de chaleur, les nuits courtes, aussi alimentation qui change, notre sommeil change et on va voir comment se synchroniser avec cette saison estivale chaude pour fonctionner au maximum de nos capacités et en tirer maximum de profit, évidemment. Alors, je vais me connecter maintenant donc en partage d'écran. Hop, partager l'écran. Voilà, lancer le diaporama. Juste, j'ai me garde Mounia en visio. Voilà, donc bienvenue, c'est l'été. Hein. Donc, ceux qui sont en vacances, donc c'est super. Ceux qui on va être bientôt en vacances, donc vivement que ce jour arrive au plus tôt parce que les vacances, c'est bon pour la santé, ça rallonge la vie. C'est comme une thérapie. Nous en avons besoin tous après une année qui a été longue et donc le repos bien mérité se profile. Mais les vacances, ça n'a pas toujours existé. C'est une notion qui est assez récente. Donc, les vacances, en latin, ça veut dire vacare, être sans, ça veut dire sans occupation. Et donc, c'est la période pendant laquelle on cesse une activité habituelle. Les vacances ont été instaurées donc, avec l'urbanisation de la société pour que les gens, les étudiants au Moyen-Âge qui allaient pendant l'année scolaire à l'université, que pendant l'été, puissent rejoindre leur famille à la campagne pour aider de la main-d'œuvre pour la moisson. Donc, le monde agricole, il ne vit pas comme le monde urbain, ils vivent au rythme des saisons toute l'année. Donc, la moisson l'été, c'est peut-être une période un peu plus intense, mais ça suit d'une période de repos de l'hiver qui, contrairement aux urbains, aux citadins, nous avons un rythme soutenu toute l'année et c'est pour ça l'été, nous attendons avec impatience pour se reposer. Les personnes, les bourgeois, les grandes familles de noblesse, ils prenaient également leur quartier d'été, pas forcément travailler au champ, mais c'est reposer au frais. Donc, des régions chaudes, ils partaient au frais, ou des personnes ou des régions un peu plus au nord où le climat n'est pas très chaud, ils redescendaient vers le sud. Donc, c'était une transhumance des populations d'été. Chacun y trouvait son compte. Mais travailler en vacances, être en vacances ne veut pas dire être sans activité, ne rien faire. Déjà, rien que le fait de changer de rythme, de faire autre chose, c'est déjà quand même faire quelque chose, ne pas être complètement en vacances. Mais c'est un besoin quand même vital qui nous permet de préserver notre force vitale parce que nous avons bien travaillé, donc je viens de vous dire, donc on a besoin de se reposer, de couper le rythme, d'oublier un petit peu la ville, nos soucis quotidiens, notre travail et tout ce qui s'ensuit, l'anxiété que ça pourrait engendrer. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, de nos jours, nous ne travaillons pas énormément. Les générations précédentes ont travaillé beaucoup plus que nous. Notre temps éveillé, donc et que de 14%, qui était à 70% au XVIIIe siècle, avec l'urbanisation donc, et les manufactures. Donc, ils travaillaient beaucoup plus que nous travaillons aujourd'hui. Mais ceci dit, le flux, le rythme du travail est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus tendu. Et c'est vrai, le repos, nous le ressentons, ce besoin, d'autant plus intensément.
Alors, comment savoir que nous avons besoin de vacances sans regarder par la fenêtre et voir le soleil briller? Eh bien, c'est quand nous commençons à ressentir une certaine fatigue qui dure, qui ne se sent pas le matin au réveil, que dans la journée, tout nous coûte en fait, que nous attrapons des petites infections, des petits bobos, les grippes, angines, mal à la gorge, des petites tendinites ou d'autres bobos. Euh, Quand nous accumulons les journées de travail à rallonge pour faire ce que nous devons faire en temps normal, aux horaires habituels, ça veut dire que nous ne sommes plus performants à notre travail, que nous avons un peu du mal à nous concentrer dans le travail que nous avons à accomplir, qu'il faut qu'on s'y prenne à plusieurs reprises pour faire la tâche qui nous incombe, que nous évitons de sortir avec des amis parce que nous sommes fatigués, parce que nous n'arrivons pas bien à dormir la nuit, parce que en découle les troubles de l'humeur. Et donc, si on continue à travailler malgré tout, ben, ça peut se finir à une dépression, un épuisement généralisé, voire le burn-out. Donc, évidemment, on ne va pas en arriver là. Mais quand on part en vacances, parce qu'on est fatigué, et la fatigue en vacances, évidemment, ça existe. C'est quelque chose, une définition qui est assez floue, c'est difficile de définir une fatigue, mais déjà, on peut dire que c'est une lassitude, un besoin de repos, une faiblesse passagère ou chronique, ça veut dire qui dure dans le temps. Ça varie d'une personne à l'autre. Les symptômes sont différents d'une personne à l'autre. Ça peut être simplement le manque de sommeil, mais pas seulement. Ça peut être la diminution de force, mais pas seulement. Ça, c'est une faiblesse. Par exemple, en faisant du footing, notre corps ne suit plus. Nous avons envie de faire des choses, mais nous ressentons que notre corps ne suit plus. Donc, c'est vraiment le moment de faire le break, de se reposer. Il y a un sondage qui a été réalisé pour le Figaro en 2017 qui montre que seulement la moitié des Français se sentent reposés après les vacances au bout d'un mois. Donc, voyez la pression que ça nous met du coup pour partir en vacances, pour bien profiter, pour récupérer de cette fatigue, pour qu'elle dure, surtout qu'il faut qu'elle dure toute l'année. Mais déjà, pour bien partir en vacances, il faudrait qu'on se prépare avant de partir en vacances pour justement mieux amortir notre rupture estivale, pour justement récupérer de cette fatigue, recharger les batteries pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais le meilleur moyen donc de se reposer, ben, c'est le sommeil. C'est la forme la plus aboutie de repos. Et ça permet une récupération sur le plan mental et sur le plan physique. Mais il faut savoir que nous passons déjà un tiers de notre vie assoupis, nous dormons. Et c'est primordial pour notre bien-être de bien dormir. Le sommeil comporte à peu près 3 à 6 cycles qui durent de 60 à 1 à 2 heures. Et au total, ça fait entre 7 et 8 heures de sommeil pour une personne adulte. Et il faut savoir également qu'avec notre vie moderne, citadine, urbanisée, déconnectée donc des rythmes circadiens et des rythmes annuels, nous dormons quand même 1h30 moins que nos ancêtres, même si ce n'est qu'une génération en arrière, par exemple, il y a 50 ans. Donc, il est primordial que nous commencions par prendre soin de notre sommeil. Et une bonne nuit de sommeil se prépare déjà dès le matin. C'est une fonction vitale de l'organisme, notre sommeil, autant que la respiration, la digestion ou notre immunité. Le sommeil, il n'est pas le même au cours de la nuit, donc il n'est pas le même en première partie de la nuit qu'à la deuxième partie de la nuit. En première partie de la nuit, nous avons un sommeil récupérateur. Deuxième partie de la nuit est prédominant par un sommeil paradoxal où on rêve, davantage qu'en première partie, mais aussi ça varie avec l'âge. Les bébés dorment
plus que nous. Les cycles sont un peu plus longs, ils en font plus. Le sommeil lent profond chez les enfants est beaucoup plus long et beaucoup plus profond. Donc, ce qui fait que la récupération est aussi beaucoup plus efficace. Avec l'âge, ce qui se ressent le plus, donc, c'est la diminution du sommeil lent profond. Il faut savoir que ce sommeil lent profond, c'est celui-là qui est en fait vital pour notre récupération. Il est de meilleure qualité au niveau de la première partie de la nuit parce que cet endormissement-là, il permet la récupération de notre cerveau. Il permet de organiser notre mémoire, de organiser et de repartir dans la bibliothèque de notre cerveau les choses que nous avons apprises dans la journée. Il permet exactement de détoxifier les produits du métabolisme du cerveau qui se sont accumulés au fil de la journée avec le liquide céphalorachidien. Il permet donc d'évacuer cela du cerveau pour que le lendemain matin, au réveil, le cerveau soit à nouveau en pleine forme. Et ceci, ça s'appelle un rythme circadien, jour et nuit. Donc, le jour, ce sont les hormones du sommeil qui règnent pour nous garder endormis, mais pas seulement. Il y a également une accumulation d'une substance qu'on appelle adénosine. Si elle s'accumule dans le cerveau, c'est ça qui fait que malgré tout, même au bout de 3 jours de sommeil, ça va faire que nous allons nous quand même endormir parce que l'accumulation de cette adénosine dans le cerveau est trop importante et ça fait quand même qu'on s'endort. Et cet endormissement, ce sommeil lent profond est nécessaire pour que justement nettoyer le cerveau d'accumulation de cette substance parce que sinon ça perturbe le rythme biologique, notre horloge interne, et récupération du cerveau et peut conduire donc à la fatigue et des maladies neurodégénératives par la suite. Je voulais vous dire également que la qualité donc, du sommeil, c'est personnel. Il y a des prédispositions génétiques. Vous savez qu'il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs qui se satisfait de 4 ou 5 heures du sommeil et récupèrent beaucoup plus rapidement. Il y a des couches tôt, il y a ou des lève tard, les gens du jour, il y a les gens de nuit. Notre environnement également joue beaucoup sur la qualité du sommeil. Donc, l'apparition d'électricité est maintenant dans notre génération, dans notre vie actuelle, apparition de la lumière bleue des écrans perturbe énormément le sommeil, surtout nous regardons les écrans tard le soir. Ce qu'il fait, c'est ça envoie les signaux au cerveau pour rester éveillé et ne pas mettre en marche notre horloge biologique qui nous demande d'aller dormir, ce qui fait que nous accumulons toujours ce sommeil et donc cet environnement, évidemment, une influence sur l'hygiène et notre rythme de vie que nous dormons donc de moins en moins. Mais ceci dit, si nous passons une nuit que nous n'avons pas dormi, une nuit de mauvais sommeil, que nous nous couchons tard exceptionnellement, eh bien, c'est pas grave parce que la nuit suivante, le sommeil lent profond de récupération, il sera d'autant plus profond pour mieux récupérer par la suite. Donc ça, c'est quand même plutôt encourageant. Mais il ne faut pas que ça se répète quand même trop souvent. Il faut savoir également que les personnes qui travaillent de nuit en 8 ou en horaire décalé, il suffit qu'ils fassent 2 nuits de bon sommeil avec une première partie de la nuit correcte pour que le cerveau récupère le fonctionnement normal. Voilà, donc les effets de manque du sommeil pour l'organisme sont quand même importantes. Ça a des effets sur la concentration, la mémorisation, sur l'apprentissage si nous manquons du sommeil de façon chronique et répétée, ce qu'on appelle la maturation cérébrale. Ça veut dire que les synapses dysfonctionnent. Il peut y avoir donc une apparition de maladies neurodégénératives parce que les toxines ne sont pas éliminées. Il y a une petite inflammation qui s'accumule dans le cerveau parce que donc la protéine tau qui favorise l'apparition de la maladie d'Alzheimer n'est pas nettoyée, n'est pas évacuée du cerveau et donc ça favorise l'installation donc de dépression et puis de maladies neurodégénératives. Aussi, ne pas dormir bien la nuit, ça perturbe notre métabolisme parce que nous maigrissons la nuit.
la nuit, notre foie se décharge les hormones en font sorte que c'est les hormones de la faim, de la satiété, qui a un rythme biologique circadien, que la nuit, donc ces hormones, leptine diminue, gréline augmente, pour que le matin au réveil, nous soyons d'attaque pour une bonne journée d'énergie pour avoir faim au petit déjeuner. Donc, si nous dormons pas bien, donc c'est bien connu que ça peut favoriser donc l'apparition de l'obésité parce que ça influe sur ce centre de régulation de la faim, de la satiété. Et l'ennemi numéro un, ça c'est le cortisol. Dans le cas de stress chronique, ce cortisol pendant la mauvaise nuit de sommeil, donc chez les gens par exemple stressés chroniques, il est toujours élevé, ce qui fait que la mélatonine ne peut pas augmenter pour induire le sommeil profond. Et donc, c'est pour ça, pour avoir une bonne nuit de sommeil, il faut commencer le matin, ne pas être stressé pour maîtriser son taux de cortisol, pour que le soir soit plus facile, pour que la mélatonine puisse, avec donc, qui est stimulée par la rétine parce qu'il n'y a plus de lumière, parce que le signal au cerveau par manque de lumière pour sécréter la mélatonine qui arrive, mais s'il y a de la cortisone, ça contrarie et nous n'avons pas le sommeil de bonne qualité. Et, mais un moyen, par exemple, pour maîtriser la cortisol pour favoriser l'endormissement, c'est de baisser la température corporelle. Donc, prendre, par exemple, le soir une bonne douche bien chaude et rentrer dans un lit bien frais. Cela favorise justement de la diminution de la cortisone et favorise l'endormissement. Parce que quand le cortisol baisse dans le sang au cours de la nuit, c'est la température corporelle qui s'abaisse vers 36 degrés et c'est ça qui fait que nous dormons bien. Aussi, le sommeil, notre immunité, on en a besoin. Quand nous sommes malades, on dort beaucoup, mais justement parce qu'on récupère la nuit, parce que l'organisme nous défend la nuit. Il fait le boulot du système immunitaire, de lymphocytes naturels killer. Il se débarrasse de tous les pathogènes qui nous agressent. Et si nous ne dormons pas suffisamment, les cytokines médiatrices de l'inflammation sont stimulées et donc ça favorise l'inflammation et la persistance donc des troubles infectieux ou inflammatoires qui conduisent à la longue vers les maladies dégénératives, auto-immunes et toutes sortes de problèmes. Donc au total, si nous ne dormons pas bien, nous avons 4 fois plus de risques d'infection, par exemple d'angine, de bronchite, de rhino, plus d'obésité, plus de diabète, maladies métaboliques et les maladies dégénératives. Le stress chronique, c'est bien connu que ce soit un grand facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Alors, comment faire l'été quand c'est difficile de dormir? Parce qu'il y a des moustiques, parce qu'on dort avec la fenêtre ouverte justement pour rafraîchir la chambre, parce qu'il fait trop chaud et nous n'arrivons pas à vous endormir, et aussi il y a les journées qui sont longues, donc il y a trop de lumière, finalement, ce qui fait que nous endormons très tard et nous réveillons très tôt, donc nous manquons de sommeil peut-être de façon chronique. Eh bien, il y a des petits moyens que nous pouvons mettre en place pour essayer de passer cette période la plus chaude de l'année où, paradoxalement, nous pouvons, donc, malgré les vacances et le repos, manquer de sommeil et donc aggraver notre fatigue de départ des vacances. Alors, pendant la canicule, quels sont les conseils? Donc, il y a une étude qui a été réalisée par une revue Somnologie qui a mis en évidence que pour cela, il faut par exemple manger léger le soir, pas trop tard. Ce n'est pas toujours le cas quand nous sommes en vacances que nous sortons plus que d'habitude. Mais c'est tout à fait faisable. Donc, prendre une douche tiède avant de se coucher pour justement baisser la température corporelle pour faciliter l'endormissement et le sommeil long profond et suffisamment boire dans la journée pour favoriser donc le métabolisme et optimiser le fonctionnement de notre organisme. Les gens qui supportent vraiment pas la canicule, donc la solution pour les vacances, c'est partir au pôle Nord. Ou mettre la clim, mais attention, ne pas vivre quand même H24 avec la clim branchée parce que malgré tout, notre thermostat se met à jour
dès la température extérieure. Au bout d'une semaine, c'est vrai, nous avons chaud, mais puis nous nous accommodons quand même à cette température et ça permet au corps de mieux supporter la chaleur, de transpirer et de se rafraîchir naturellement. Et le thermostat est réglé à cette température, ce qui fait qu'au bout de quelques jours, nous retrouvons le sommeil quand même qui nous permet de récupérer. Mais si on part en vacances et on tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, ça veut dire que nous travaillons trop, que le travail nous manque, parce que si nous travaillons et nous ne sommes pas malades, ça veut dire que notre taux d'adrénaline est très élevé, et adrénaline, c'est une action anti-inflammatoire qui va de pair aussi avec le taux de cortisone. Encore une fois, celui-là, c'est le reflet du stress chronique. Mais quand on part en vacances, eh bien, donc cette cortisone, l'adrénaline baisse, pouf, d'un coup, la pression retombe, mais la cortisone met beaucoup plus de temps pour redescendre, ce qui fait que nous retrouvons avec une inflammation et avec une dépression de notre immunité. Donc, forcément, la faiblesse et les problèmes arrivent. Donc, université aux Pays-Bas, ils ont trouvé une nouvelle entité, ça s'appelle la maladie de congé. C'est pas une blague, ça existe. Donc ça, c'est quand on part en vacances trop fatigué, trop stressé. La baisse donc de la chute de l'adrénaline. Quand on se dégonfle, on se repose. Donc, on peut tomber malade très facilement. Il y a certains facteurs qui sont favorisants, donc, comme le coup de froid, la clim. Donc, il faut penser à bien se couvrir. Excusez-moi, docteur Bozena. Je vous coupe une seule seconde parce qu'apparemment, il y a des personnes en salle d'attente et vous êtes la seule qui puisse les faire rentrer parce que j'ai pas la main. L'autre, c'est Carolina. Donc, si c'est possible, juste de les accepter, toutes les personnes. D'accord, pardon. OK. Non, c'est pas votre faute. D'habitude, j'ai la main, donc je peux le faire. Là, je l'ai pas. Comme on n'arrive pas à joindre Carolina, si on peut prendre juste 2 minutes pour le faire. Hein, parce qu'il y en a qui s'impatientent. Merci beaucoup. Oui, dommage. Non, vous me donnez la main et je le fais moi, comme ça, vous continuez à... Vous prenez la main? Allez, si vous pouvez le faire, si vous pouvez me donner Je ne sais pas comment faire. Hein. Bah alors acceptez-les. Je pense qu'ils sont tous là. C'est fait. C'est bon, allez, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Attendez, parce que précédente. Donc, on revient. Donc, notre maladie. Alors, je le garde. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Non, est-ce que je vais le voir? OK, si jamais quelqu'un arrive, je vais le refaire rentrer. Donc, maladie de congé, c'est tout à fait normal quand on est trop stressé, quand on travaille trop, qu'on est bourreau du travail. Donc, au moment des vacances, quand l'immunité baisse, donc c'est logique, nous tombons malades. Ce n'est pas le top, mais ça s'explique. Une dépression pendant les vacances, dépression l'été, ça arrive. Nous avons plus l'habitude d'entendre parler que les gens ne supportent pas l'hiver parce qu'il fait sombre et il n'y a pas suffisamment de soleil. C'est plus rare, mais ça existe également. Donc, personne ne supporte pas l'été, ne supporte pas la saison estivale parce que ils trouvent qu'il fait trop chaud, qu'il y a trop de lumière et ils ne sont pas bien pendant cette période-là. Ça engendre les troubles du sommeil, accumulation de la fatigue qui conduit à une véritable entité qu'on appelle dépression estivale. Donc, les solutions sont effectivement de un peu fermer les volets, mais sans trop, parce que le soleil, quand même, on en a besoin, mais au moins réguler les horaires pour garder quand même minimum de luminosité la journée, ou partir effectivement dans les destinations un peu plus fraîches où la chaleur ne sera pas trop gênante. Les vacances aussi, c'est les rencontres, c'est aussi la convivialité, c'est le se faire plaisir, de profiter. Et évidemment, ça passe par le ventre. Ça, c'est le plaisir de la bouche. Mais le piège, c'est que ça nous fait prendre du poids. Et là, le poids pris, c'est pour la vie. Selon une étude réalisée aux États-Unis, ça a démontré que les personnes ont pris environ entre 300 et 400 grammes
en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont pris moins, il y en a qui ont pris plus. Et ce qui est embêtant, c'est que ce poids-là persistait au bout de 6 semaines après la fin des vacances. Les gens ne se rendent pas forcément compte du piège que c'est de ces plaisirs estivales, plaisirs donc de convivialité, de bien manger, de beaucoup plus manger que d'habitude, parce que la prise de poids finalement n'est pas si importante que ça, et donc ça n'incite pas les gens de consulter, de se tourner vers le thérapeute ou faire l'attention. Ils se disent ouais ça va, 300-400 grammes, c'est pas très grave. Eh bien, ça peut être plus, mais pendant les vacances, on bouge davantage, donc c'est minoré, c'est un petit peu faussé. Et cette prise de poids est surtout due à la surconsommation de l'alcool. Donc les petits cocktails à l'apéro ou évidemment davantage de l'alcool le soir pendant les barbecues. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce piège-là, parce que je me suis rendu compte chez mes patients, effectivement, qui font beaucoup d'efforts pendant l'année, il y a la courbe de perte de poids, elle va dans le bon sens. Après le retour des vacances, quelques extras, quelques écarts ont cassé le rythme. Ils ont un peu du mal ensuite à retourner dans le droit chemin pour reprendre leur perte du poids qu'ils souhaitaient avant les vacances. Allez, admettre, hop. Donc ça, il faut faire attention, mais on peut diminuer les effets de cette prise de poids si on met les baskets et on bouge davantage. D'accord? Donc, tout est question d'équilibre entre les entrées et les calories entrées et les calories dépensées. Donc, finalement, ce n'est pas très grave, mais il faut rester vigilant là-dessus. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer les vacances en forme? Eh bien, pour les vacances en forme, ce sont les conseils tout simples de bon sens. C'est reposer d'abord. C'est reposer d'abord parce que si on arrive en vacances stressé, donc on ne pense que à vacances, on a envie de partir, mais si on est déjà fatigué avant, les vacances, ça peut être une source de fatigue supplémentaire parce que il faut penser à préparer la valise, il faut partir, il faut s'occuper de la location, trouver le nouveau rythme pour faire les courses, pour trouver nos nouveaux repères dans le lieu de villégiature. Et donc, c'est pas toujours aussi reposant, donc il faut trouver son rythme, il faut choisir le repos qui nous convient à nous, soit c'est le repos actif ou chez les personnes qui sont très actives avant, ben, ils ont besoin quand même de se reposer, vraiment de recharger les batteries avec quand même l'exercice doux. Faire du vélo, de la randonnée, pas forcément du footing, juste de la marche peut suffire, ou nager dans l'eau de mer, la plage, dans le lac. Les petites activités physiques, c'est détente. Suffit de couper les ponts pour quand même retrouver un petit peu de sérénité. Le fait de se reposer, par exemple, au soleil, ça peut aussi permettre de faire le plein de vitamine D. On le sait qu'elle est nécessaire pour l'organisme, pour toutes les fonctions vitales, pas uniquement pour les os, mais aussi pour notre immunité, pour l'humeur, pour le bien-être, le bonheur. On a des récepteurs dans le cerveau pour la vitamine D, donc c'est nécessaire. Pas rester non plus sur la chaise longue à la plage toute la journée, mais de façon raisonnée, s'exposer régulièrement au soleil. Et le fait de s'exposer au soleil la journée, faire le plein de lumière du soleil, permet aussi de se mieux resynchroniser sur le rythme jour-nuit, puisqu'avec le crépuscule, eh ben, la rétine enverra moins de signal lumineux au niveau du cerveau et la mélatonine pourra monter plus rapidement et puis plus facilement nous retrouverons notre sommeil profond récupérateur. Aussi, évidemment, il faut bien s'hydrater pour éliminer les toxines de l'organisme, éviter les coliques néphrétiques qui peuvent arriver si nous ne nous hydratons pas correctement. Bon, pendant la crise de colique néphrétique,
Il n'est pas conseillé de boire beaucoup d'eau parce que ça peut aggraver la crise, mais une fois tout est réglé, donc là, il faut bien s'hydrater pour éliminer toutes les toxines. Et évidemment, bien s'alimenter, pas faire n'importe quoi pour que l'organisme fonctionne correctement, que nous puissions évidemment revenir en pleine forme après les vacances. Donc, bien s'alimenter, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, les principes d'alimentation, c'est toujours les mêmes. Donc, il faut garder le repas équilibré et régulier, ne pas sauter, ne pas sauter de repas. Le soir, plutôt léger. Petit déjeuner énergétique, éviter évidemment les sucres parce que nous avons bien dîné le soir, donc pas besoin de beaucoup de sucre le matin. Pour avoir plein d'énergie, pour éviter les hypoglycémies et les grignotages intempestifs. Mais il faut quand même s'organiser si nous prévoyons par exemple des balades, des visites, donc prévoir des encas soit un pique-nique, soit des petites barres énergétiques en attendant le vrai repas pour ne pas céder à des compulsions, des glaces par-ci par-là et d'autres friandises qui s'offrent à nous un peu partout. Quand on choisit le repas, il vaut mieux éviter les fritures et les panures. Il vaut mieux prendre la viande ou le poisson grillé tout seul sans rien parce que finalement, c'est plein de gras. Et puis, les calories seront les doubles si nous avons, par rapport à, par exemple, une viande nature sans panure. Et préférer le pain complet avec les céréales complètes plutôt que le pain blanc pour éviter les calories vides, éviter trop de glace, un morceau de pastèque bien fraîche et aussi rafraîchissante qu'une glace. Donc, bon, exceptionnel ne veut pas dire quotidien et régulier. Donc ça, ce sont des petites alternatives que nous pouvons choisir. Bien s'hydrater encore une fois, parce qu'avec la chaleur, la déperdition de l'eau de l'organisme, avec la transpiration, la respiration augmente. Donc, nous avons besoin de compenser les pertes. Comment savoir si on s'hydrate suffisamment? Le moyen très simple pour le savoir, c'est de surveiller ses urines. Si les urines commencent à devenir foncées, ça veut dire que nous ne nous hydratons pas suffisamment. Donc, il faut augmenter les apports hydriques. Il faut que les urines soient claires. Pas complètement transparent, mais il faut que ce ne soit pas jaune foncé, il faut qu'elles soient claires. OK? Et donc, manger suffisamment pour ne pas sauter le repas. Je vous ai déjà dit. Voilà, hop. Nous avons quelques aliments amis particuliers l'été pour faire le plein d'antioxydants, de vitamines, de polyphénols, de toutes ces choses qui font du bien à notre corps, qui nous permettent de bien fonctionner, de bien se recharger. Manger vraiment saisonnier, ça fait un roulement dans le corps, un mouvement énergétique, un mouvement physiologique du fonctionnement dès que nous serons en phase avec la saison et le corps fonctionnera d'autant mieux. Donc, c'est la période aussi qui est ultra ensoleillée. Donc, pour se protéger des méfaits des rayons ultraviolets. Donc ça, ce sont tous les antioxydants qui se trouvent donc dans les végétaux colorés, les caroténoïdes avec bêta-carotène, donc dans les carottes, dans les poivrons, dans les tomates et dans tous les fruits de saison qui s'offrent à nous, des lycopènes, surtout dans les tomates. Et pour que la lycopène soit plus facilement assimilable, donc ça, ce sont les tomates cuites qui favorisent donc l'assimilation du lycopène, il faut le savoir. Donc les tomates à la provençale, c'est excellent. La purée de tomates, la ratatouille, tout ça, c'est excellent pour apporter donc lycopène facilement assimilable par l'organisme. Les polyphénols, ça, ce sont les substances par lesquelles les plantes se défendent contre les agresseurs, contre les pathogènes, contre les allergies
aléas du climat, notamment resveratrol du vin rouge par excellence. C'est le polyphénol de l'été, hein, donc des raisins. Aussi, donc plein de minéraux, le zinc, le sélénium pour lutter contre le stress oxydatif et contre contre l'accumulation des radicaux libres qui favorise donc le vieillissement prématuré. Et aussi de la vitamine E qu'on trouve, vitamine E qu'on trouve dans les oléagineux et dans les matières grasses telles que les noix, noisettes, amandes. Ça protège donc de l'oxydation notre organisme. Ok, voilà. Alors maintenant, pour se synchroniser avec la saison, comment faire? Donc, nous sommes en pleine période, ce qu'on appelle la période chaude. L'été, donc c'est le maximum d'énergie qui est à l'extérieur. Donc, cette chaleur, nous n'avons pas besoin d'apporter de la chaleur par l'extérieur avec alimentation. Par contre, nous avons besoin de l'alimentation qui modère notre chaleur interne parce que déjà, nous sommes dans une période chaude et nous subissons la chaleur du climat. Donc, nous avons besoin de l'aliment plutôt frais, pas trop froid, et les aliments doux qui permettent donc au corps d'être synchro avec la saison. Donc, il faut associer ici des aliments froids comme crudités, melon, concombre, mais il faut éviter des quantités importantes parce qu'au contraire, ça peut figer notre digestion et ça peut provoquer des diarrhées si nous consommons dans les quantités trop importantes. Mais si on les associe avec les aromates tels que basilic, coriandre, persil ou avec les racines comme l'ail, l'oignon, gingembre, ça passe très bien parce que ils sont de nature, selon les traditions médecine chinoises, c'est des natures plutôt chaudes, donc ça compense bien cette nature froide. Le choc thermique peut survenir aussi si nous buvons, par exemple, beaucoup d'eau froide. Donc, c'est à éviter de boire plutôt l'eau froide, mais pas glacée. Ça, c'est vraiment très mauvais pour la digestion. Et en particulier, ne pas commencer la journée, même s'il fait chaud, avec une boisson froide. Il faut commencer la journée avec une boisson chaude, au moins tiède, pour bien mettre en route la digestion, pour que l'estomac ne se fige pas et que nous ne râlons pas à contre-courant parce que ça peut provoquer de diarrhée ou des mauvaises digestions. Nous sommes en période chaude, donc c'est le cœur et le système cardiovasculaire qui est à son apogée, et c'est le rein, donc la gestion de l'eau qui est un peu en faiblesse, donc on a besoin de le soutenir, donc avec les aliments plutôt de nature de saveur salée, comme les fruits de mer, les lentilles, pois chiches, quitte à augmenter un petit peu sel dans notre alimentation, d'autant plus que nous perdons un peu de sel avec la transpiration. Donc, augmenter les apports en sel. Si les personnes ont en plus les problèmes avec la tension, tendance à la tension basse, donc se sentent un petit peu, comme on dit à Marseille, flagada. Donc, rajouter un petit peu plus de sel ou des légumineuses comme les lentilles et le pois chiche, ça peut être une solution pour éviter les inconvénients de cette période trop chaude. Mais il faut éviter quand même les consommations de pâtes, des sucreries, des féculents comme des pommes de terre, des carottes, parce que ça augmente l'acidité dans le corps et ça augmente la chaleur. Ce sont des nutriments qui fermentent. Donc, si ça fermente, ça augmente encore la température. Donc, il vaut mieux éviter consommer ces aliments. Pour nous aider, nous avons la phytothérapie de soutien qui nous permet de mieux maîtriser le stress, favoriser la récupération et le sommeil. Donc, ils ont des propriétés de neuroprotection. On peut trouver ici donc les plantes adaptogènes comme le safran, le maca,
ou sous forme donc d'huile essentielle de lavande, oranger, safran, des herbes aromatiques comme ça permet aussi donc de l'apaisement de l'organisme pour pouvoir mieux gérer les inconforts de l'été qu'on subit. Il y a aussi des plantes apaisantes comme la mélisse, le houblon, aubépine ou l'onure qui sont un vrai sédatif très efficace. Pour la protection cardiovasculaire et antioxydante contre les effets de la chaleur, le resveratrol, par excellence, aussi les extraits de feuilles d'olivier, la grenade, tout ça c'est très riche en polyphénols antioxydants qui protègent notre système cardiovasculaire, notamment donc l'endothélium, la paroi interne de vaisseau sanguin, mais pour moduler la nervosité qui est encore aggravée avec la chaleur et ces journées qui n'inspirent pas le calme. Donc, nous pouvons utiliser donc, les plantes modulatrices de la nervosité comme aubépine, la mélisse, léonure. Encore une fois, c'est très efficace pour lutter donc contre l'anxiété, la fatigue en fait liée au stress. Donc là, je vais vous faire un petit zoom sur quelques plantes, sur quelques phytonutriments qui sont très efficaces. Donc l'aubépine, c'est une ancienne plante médicinale connue depuis des millénaires. Les anciens utilisaient donc les fruits crus en compote et utilisaient le bois de l'aubépine pour faire des outils. C'est très riche en polyphénols, flavonoïdes, en vitamines et minéraux, mais nous allons surtout ici rechercher l'effet de l'aubépine sur l'effet sédatif. Chez les personnes très émotives qui, ce qu'on appelle, ils ont un rythme cardiaque, ça veut dire l'émotion, donc des palpitations, les pointes au cœur, l'émotivité qui augmente très rapidement, qui fait yo-yo. Et donc, ça a une propriété de ralentir le cœur et enlever donc cette oppression, les palpitations. Et ça a des propriétés également d'améliorer l'irrigation du cœur, et donc augmenter la contractilité et donc apporter un vrai soulagement et le bienfait, diminuer cette pression qui crée le disconfort. Et il y a aussi hibiscus, très utile en période chaude, notamment pour ses propriétés diurétiques qui peut donc diminuer la rétention d'eau. Aussi protège les systèmes cardiovasculaires parce qu'il fluidifie le sang et il a des propriétés sur la régulation du métabolisme, donc avec quelques excès alimentaire par exemple, ça peut être utile pour le garder en soutien pour aider au corps justement ne pas subir les méfaits de nos excès de l'été. Alors, c'est très rigolo parce que hibiscus, c'est une plante également connue depuis l'Antiquité. En Thaïlande, elle est utilisée par des femmes pour orner leurs cheveux et en fonction si elle accroche à l'oreille droite ou à l'oreille gauche, ça veut dire si c'est un quart à prendre ou un quart déjà pris. Donc, c'est marrant parce que comme ça a des effets cardiaques ça diminue donc la tension artérielle et cette surpression cardiaque qui est liée, qui est aggravée à la période chaude. Elles utilisent naturellement pour signifier leur appartenance ou pas de leur cœur à un élu. Et nous avons aussi le safran, Crocus sativus, aussi, ce qui est tout le monde connaît, je suis sûre, c'est une épice rare, très chère. C'est une plante médicinale majeure qui est utilisée depuis des millénaires
En Europe, nous l'utilisons comme adaptogène ou comme une épice avec ce parfum très reconnaissant. Mais il faut le savoir que le prix du safran vient de son mode de fabrication, le mode de cueillette plutôt, je dirais, parce que pour faire un kilo de safran, il faut cueillir 150 000 fleurs. Chaque fleur contient, en fait, c'est le pistil des fleurs de crocus. Et chaque fleur contient 2 ou 3 pistils qui sont cueillis à la main. Et donc, ça, c'est une manufacture, en fait, familiale. Donc, pendant la période de cueillette, toutes les familles entières donc, sont occupées par ces procédés qui prennent 2 fois jusqu'à 2 ou 3 semaines pour extraire toutes les pistilles des fleurs de safran et nécessitent donc pour 1 kilo de safran à peu près 40 heures de travail, ce qui largement justifie son prix. Mais c'est une plante, c'est une substance extraordinaire parce qu'elle est pléiotrope, elle contient plein de principes actifs qui ont un effet très, très large sur le système nerveux. Et donc, il est utilisé depuis longtemps dans la fatigue chronique, la dépression. En fait, c'est un antidépresseur-like parce qu'il agit sur tout ce type de dépression et de fatigue sans avoir des effets secondaires. D'accord? Donc, ça, on peut utiliser aussi dans la douleur physique, douleur mentale, donc trop de pression, de fatigue, de mal-être, de souffrance morale, parce qu'il agit donc à beaucoup de niveaux. Donc, le plus connu de ces composés actifs, c'est le safranal. Donc, safranal, il agit au niveau de la sérotonine pour donc apporter de la sérénité. Beaucoup d'études cliniques ont montré qu'il a une activité qui est comparable avec des antidépresseurs classiques. Donc, c'est pour ça que c'est une alternative au traitement antidépresseur peut-être. Mais donc, il y a des labos qui extraient uniquement du safranal, du safran, pour s'y substituer comme traitement naturel de dépression. Mais ici, si on a tous les composés actifs et l'intégralité donc du pistil, du crocus, il y a d'autres substances qui sont picrocine et crocine qui sont l'effet donc sur les autres neurotransmetteurs, aussi GABA. GABA, donc ça marche très bien dans les anxiétés, dans les attaques de panique. Agit aussi sur l'hormone, sur la cholinestérase qui est responsable donc, de la mémoire, de la dopamine, de la noradrénaline, qui fait que le safran peut être utilisé aussi dans le sévrage aux drogues. Dans les addictions parce que ça augmente, ça améliore donc par ce fait d'action sur la dopamine, noradrénaline, ça améliore les circuits de la récompense et ça permet plus facilement de sévrer de certaines substances. Et donc, ces composés actifs agissent également donc, sur la neuroinflammation par l'antioxydant lutte sur l'inflammation de la microglie, des cellules qui entourent les neurones en les protégeant. Et amélioration de la mémoire, ça y est, je vous ai déjà dit. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer dans cette période estivale? Donc, pour agir donc, sur l'anxiété, les palpitations, le mal-être, le stress, avec la panique, comment on va faire pendant les vacances, ou pour les personnes émotives, stressées, chroniques, le procardiol, c'est une très bonne alternative. Excusez-moi. Parce qu'il offre donc une protection cardiovasculaire, modulateur de la tension, antioxydant, antiradicaux libres et détoxifiant de l'organisme, favorise donc les glutations et donc fonctionnement des mitochondries. Léonure et aubépine avec un peu d'hibiscus marche très bien sur la fatigue. Ce sont des sédatifs anxiolytiques, améliorent le sommeil.
Donc, sont tout à fait indiqués pour les personnes qui ne supportent pas la chaleur, qui ne sont pas bien, qui ont trop chaud, qui sont excitées, qui sont énervées. Donc, ça peut être très efficace dans leur cas. Ensuite, pro-relaxant par définition, pour se relaxer, nous retrouvons ici donc, le safran qui est substance maître donc, de ces pro-relaxants. Nous avons le houblon qui peut être très efficace donc, dans les anxiétés passagères, par exemple chez les femmes ménopausées qui ont les bouffées de chaleur par son côté phytoestrogénique, mais aussi régule bien émotivité, l'insomnie, qui agit de façon très synergique avec les feuilles de mélisse qui aussi action apaisante, sédative, anxiolytique, qui a aussi une action sur le système digestif, donc les personnes qui ont facilement l'estomac noué, qui digèrent peut-être pas forcément bien, qui se sentent un petit peu anxieuses. Donc la mélisse aussi agit à ces niveaux-là. Rajouter quelques huiles essentielles, donc de fleurs de lavande connues comme sédatif léger et apaisant. Nous avons le tryptophane qui optimise la fonction donc, du safran en tant que précurseur de la sérotonine. Et là, donc, il y a la chaîne de fabrication, il y a tryptophane, sérotonine, mélatonine. D'accord? Donc, si nous favorisons la synthèse de la sérotonine, safran sera d'autant plus efficace et il y aura d'autant plus de substrat pour faire de la mélatonine ensuite pour mieux dormir. Rajouter encore un petit zeste de racine de maca en tant que tonique général pour meilleure récupération et la spiruline comme source de nutriments. C'est un véritable nutricétique riche en quasiment tous les nutriments, toutes les vitamines et oligo-éléments. Et dans la trousse de vacances, je voudrais que vous rajoutiez tous pro-immuno pour éviter la maladie de l'été, les coups de clim et autres. Efficace dès l'apparition des premiers symptômes à prendre jusqu'à 6 par jour si besoin, pendant 2-3 jours en cas de problème. Ça permet vraiment, vraiment d'atténuer les symptômes du mal d'été. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce pro-immuno qui fait qu'il est exceptionnel? Première chose, on trouve donc de la propolis brune, de la propolis verte, la quercétine extraite du sophora du Japon, un petit peu du zinc, un petit peu de la racine de la sauge, la racine rouge du soja, de la sauge, ce qui fait qu'une action immunomodulatrice et anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne. Ça soutient de façon vraiment très efficace notre système immunitaire parce que le fait de enlever le stress oxydatif, les radicaux libres qui sont fabriqués donc, pendant l'infection ou quand le mal nous attaque, permet vraiment la récupération rapide et évite la fatigue supplémentaire et évite que cela perdure. Voilà, sur ceci, je vous souhaite de bonnes